Alors, la suite du programme, c'est évidemment l'onboarding client, le parcours digital. Alors, on va parler des technologies pour justement combiner et concevoir un parcours digital efficace et onboarder les clients rapidement et facilement. On va se poser des questions autour de la signature électronique et de son intégration au sein de ce parcours avec des exemples et des cas clients. Et donc, pour en parler, vous voyez avec moi trois personnes. Magali Biron, qui est VP Business Development chez eSign, c'est ça, chez Nitro. C'est ça, Magali? Bonjour. Oui, en effet. Bonjour. Clément Savoie, qui est Senior Sales Manager chez Nitro. Bonjour Clément. Bonjour, bonjour à tous. Et Sophie Nouvelon, qui est consultante avant-vente chez Lumines. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, avant de leur céder la parole, je voulais juste partager avec vous quelques résultats d'une étude réalisée par ABI qui est parue en fin d'année dernière, en toute fin d'année dernière, et qui pose cette question: pourquoi les entreprises doivent-elles absolument optimiser leur processus d'onboarding client? Alors déjà, première réponse, parce qu'au vu du contexte économique qui est quand même peu favorable en ce moment, hein, je vous rappelle que d'après le FMI, l'inflation devrait se poursuivre pendant au moins les 3 prochaines années. Vous avez en plus la hausse des taux d'intérêt et aussi la baisse des ventes en ligne. Bref, on n'est pas verni en ce moment quand même. Eh bien, les entreprises elles ne peuvent plus se permettre de perdre des opportunités à cause de processus d'onboarding qui sont inadaptés ou inefficaces. D'autant que l'onboarding, c'est la première étape du processus qui vise à engager le client. C'est une étape importante pour s'assurer qu'un nouveau client ou qu'un nouvel utilisateur conserve sa confiance envers cette entreprise à long terme. Voilà pourquoi, d'après cette étude ABI, il est important pour la majorité des décideurs informatiques français, important voire essentiel, qu'un tel processus soit optimal et fluide. Pourtant, l'étude, elle montre aussi que 89% des entreprises interrogées enregistrent un abandon au cours de l'onboarding. Et plusieurs raisons à cela. La première, c'est un nombre excessif d'étapes à accomplir, cité à 28%. La seconde, c'est la nécessité de télécharger une application supplémentaire, cité en 2 à 22%. Et la troisième, c'est la demande répétée de saisir plusieurs fois les mêmes informations. Ça, je suis sûr que vous avez déjà été confronté à ça. Alors forcément, les répercussions d'un onboarding déficient sur les activités d'une entreprise, ça peut être assez néfaste, hein. C'est la perte d'opportunités commerciales, c'est la perte de clients au profit de la concurrence, et puis c'est surtout la difficulté d'en attirer de nouveaux. Alors, pour optimiser ce processus d'onboarding, les entreprises, elles, doivent forcément s'appuyer sur des technologies qui permettent d'automatiser un maximum d'opérations afin de les rendre plus efficaces, mais elles doivent aussi proposer un accompagnement humain dans la mise en place de ce processus. Et donc, c'est en combinant ces deux facteurs, technologie plus humain, qu'elles peuvent offrir à leurs clients une expérience d'utilisation améliorée et gagner ainsi en résilience. Et vous voyez, l'étude, elle rapporte d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a 85% des entreprises qui ont une stratégie d'onboarding qui allie les deux, humain plus technologie. Et puis alors après, je vous passe les détails sur les bénéfices d'un meilleur onboarding. On en reparlera tout à l'heure avec Magali, Clément et Sophie. En tout cas, il y a un autre chiffre qui m'avait interpellé, c'est qu'avec un taux d'abandon réduit de 50%, eh bien 40% des entreprises pensent pouvoir augmenter leurs revenus d'au moins 30%. Alors, je vous laisse faire les calculs. 50% de réduction du taux d'abandon, eh bien, augmentation des revenus d'au moins de 30%. Cette réduction du taux d'abandon, ça a aussi un impact sur d'autres choses, hein, la commercialisation de nouveaux services, l'image de marque, des tas de choses. Donc tout ça est très positif. Voilà pourquoi c'est important d'optimiser ce parcours via l'ajout de technologie, via aussi l'ajout d'humains, et puis c'est aussi bénéfice pour les collaborateurs au sein même des entreprises. Donc voilà, reste à savoir. Alors je vous mettrai le lien, si vous voulez, le lien vers cette étude, vous pourrez aller la consulter. Reste à savoir vers quelle technologie se tourner et surtout sur quel modèle prendre exemple. C'est ce que nous allons voir donc tous ensemble. Alors, peut-être dans un premier temps, Sophie, je vous laisse présenter Lumines, que peut-être certaines personnes ici ne connaissent pas. Alors, Sophie, on vous entend pas, le micro est coupé.
Oui, pardon. Bonjour à tous. Euh, Est-ce qu'on a Voilà, notre support de slide? Oui, d'accord, c'est super. celui-là. J'ai combiné les 2, si vous le retrouvez, c'est bien celui-là? Oui, oui. Vous Ça le ne voyez? s'affiche pas encore, mais euh, Vous le voyez pas. je ne Pourtant vous nous vois on le pas, mais voit. ça charge. Donc, ok, je vais. Clément, Magali, vous le voyez, le support? Oui, Tout très à fait. bien. Pas de problème, je vais commencer. Donc, Lumines, on est une entreprise de taille intermédiaire. On est 1800 majoritairement basés en France. Donc, toutes nos équipes techniques sont basées entre Rennes, Laval, Mayenne, Paris et Lens. Et on fait environ 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a on est d'un type assez particulier puisqu'en fait, on est à la fois ESN, donc entreprise de services numériques, et également expert en BPO. BPO, c'est-à-dire Business Process Outsourcing. Donc, en fait, on aide, on accompagne nos clients à externaliser certains de leurs services pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, tout simplement. Donc, Est-ce que vous voyez, Sophie, vous voyez le support? non, je vois toujours pas le support, Toujours pas. mais c'est pas grave, je le connais. Alors, OK, alors on est sur le slide, où accélérer la transformation, dynamiser la croissance, vos marchés stratégiques. Très bien. Donc, avant ça, je voulais parler d'un de nos points forts, c'est d'être très transverse, c'est-à-dire on va couvrir toute la chaîne digitale, donc qui est concernée par un parcours client. On va avoir des UX designers qui vont concevoir les parcours, on va avoir des équipes techniques euh, qui vont développer le site web, qui vont développer l'application mobile. Et puis, on va avoir carrément des personnes qui vont automatiser des processus en back-office, qui vont pouvoir faire de la vérification de documents, qui vont pouvoir faire de l'extraction, voilà, des choses encore plus techniques. Voilà. Et donc, sur nos marchés stratégiques, il y en a 4 principaux. Je vais les aborder rapidement. Le premier, c'est la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on est leader mondiaux de la gestion du process de dépôt de brevets pour des offices en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc, c'est un de nos plus gros marchés. Et puis, on va travailler avec des assurances et des mutuelles, donc les 6 plus grandes mutuelles françaises. On va les aider en fait à gérer tout ce qui est courrier entrant, tout ce qui est vraiment correspondance avec leurs clients finaux, par exemple tout ce qui est demande de remboursement pour une mutuelle, on va pouvoir les accompagner puisque on va gérer pour eux des courriers à la fois physiques, 40% de courriers papier, et puis 60% de courriers qui viennent par le canal digital. On va avoir pour les grandes banques, on va travailler aussi avec les grandes banques françaises. Là, ça va être donc des parcours de souscription pour ouvrir un compte. Et là, effectivement, on va avoir tous les enjeux réglementaires qui sont associés à ces parcours-là. Donc, avec toutes les réglementations contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, on va avoir ces process KYC, Know Your Customer. On va aider les clients à obtenir des informations en plus sur leurs clients finaux et les vérifier. Donc voilà, avec tout ce que cela implique, on en parlera un peu après. Et puis pour le secteur public, là on va parler digitalisation du parcours citoyen, on va parler parcours de préadmission pour des patients, etc. Voilà. Parfait. Pour Lumines. Merci. Merci Sophie. Clément, alors présentez-nous un petit peu Nitro pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente Nitro aujourd'hui, accompagné de Magali. Nitro, qui est une plateforme historique de gestion de PDF, en fait, tout ce qui va être édition, modification, lecture de PDF. Et donc, vous pouvez retrouver sur ce slide déjà une partie des activités. Et il y a une activité supplémentaire qui a été ajoutée fin 2021, qui est la signature électronique. Donc, en fait, Nitro a voulu compléter sa plateforme de productivité PDF
et finaliser la transaction PDF qui est souvent la signature électronique et donc venir entériner cette transaction en protégeant et sécurisant le document. Donc, c'est ce qui a été fait avec l'acquisition d'une société qui s'appelle Connective. Donc, Magali et moi sont 2 ex-Connective et donc on est spécialisé sur la signature électronique. J'aurai un petit peu plus de mal à vous parler du PDF, mais sur la signature électronique, avec Magali, on devrait pouvoir vous en parler assez largement. Donc, en fait, ce qu'on va être capable de faire avec la signature électronique, c'est de proposer différents niveaux. On en parlera tout à l'heure. Tout ça est aligné avec le règlement eIDAS. On parlait tout à l'heure, donc dans l'intervention précédente, de cadre européen. On parlait des eIDAS 2. Et donc, on est aligné avec ces réglementations-là. Et on est aussi capable d'aller s'interfacer dans des processus métiers. Et donc, c'est dans le cadre de cette intégration avec des processus métiers qu'on va être amené à travailler assez régulièrement avec des structures telles que Lumines. Donc, ça nous permet, au travers des API, d'intégrer nos solutions à la fois donc d'identification et de signature électronique dans des parcours clients. Et c'est là où on travaille donc avec les équipes de Sophie pour proposer des parcours clients qui sont simples, complètement électroniques et surtout, on en parlait aussi dans l'intervention précédente, qui permettent aux clients de rapidement passer au travers des processus. Donc, si on passe sur le slide suivant, un point important, et donc c'est aussi ce qui fait notre différence. Donc, le produit NitroSign de signature électronique fait partie des leaders de la signature électronique. On a été audité et ça fait partie du rapport en fait GigaOM qui nous place en fait avec des leaders tels que ceux que vous voyez sur le slide. Et ce qui fait la différence, en fait, c'est réellement la gestion des identités électroniques. Depuis maintenant 6 ans, en fait, Connective et maintenant Nitro a fait un focus assez fort sur la gestion des identités électroniques au niveau européen, ce qui nous a mené en fait à nous différencier un petit peu de nos concurrents qui faisaient que de la signature électronique. Et donc, on a, nous, voulu justement travailler sur cet aspect-là pour être en capacité de s'adresser à des problématiques, comme on va discuter aujourd'hui, d'identification et de parcours client. Pour vous faire un point un peu plus complet sur la typologie de clients qu'on peut adresser, on va aller de la TPE au besoin à la très grande entreprise et on n'a pas de limitation de secteur de marché. Donc, on peut aller adresser du domaine de la santé, de la banque, tout ce qui va être lié au secteur automobile. En fait, là où il va y avoir du volume de signature électronique et d'identification, on peut être présent. Et il faut retenir qu'on peut signer en gros 99,9% des documents de manière électronique en France. Il y a quelques exceptions aujourd'hui qui sont notamment liées à l'état civil ou à la fin du contrat de travail, mais globalement, tout le reste peut être signé de manière électronique. Et donc, on peut également intégrer des parcours avec l'identité électronique de reconnaissance client et des parcours clients. Eh ben, merci Clément. Alors juste, je voulais quand même vous rappeler que vous pouvez poser toutes les questions à nos experts. Vous avez un outil qui sert à ça, donc on essaiera de les prendre et de conserver un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Voilà. Alors maintenant, Sophie, je me retourne vers vous et on revient sur ces enjeux de l'onboarding client. On en a détaillé quelques-uns par le biais de cette étude dont je vous parlais, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, notamment la fraude. La lutte contre la fraude. Oui, exactement. Donc, si je reviens sur un parcours de onboarding, donc d'entrée en relation, que ce soit pour une demande de devis d'une mutuelle, l'ouverture d'un compte, voilà, c'est très variable, hein, il y en a vraiment beaucoup. Les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est surtout optimiser au maximum le taux de conversion, c'est-à-dire que les gens n'abandonnent pas le parcours en cours de route. Ça, c'est vraiment la clé, c'est les indicateurs qu'ils suivent. Et comme vous l'avez dit en introduction, on a plus de 2/3 des internautes qui abandonnent en cours de route un process pour différentes raisons. On sait que, d'ailleurs, c'est les tranches de population les plus jeunes qui abandonnent le plus, qui ont le plus fort taux d'abandon. Pour les populations plus seniors, on va avoir des gens qui sont plus patients, potentiellement plus perspicaces, enfin qui vont persister davantage. Mais vous savez, Sophie, je vous coupe, vous savez qu'est-ce qui freine, ce qui pêche dans ce parcours? Là, on parlait d'étapes trop nombreuses ou on parlait d'informations répétées. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce que vous avez comme... Il y a le fait que les personnes sont habituées en fait à utiliser des services digitaux avec notamment les GAFA,
ce qu'on appelle les startups qui font des services digitaux un peu disruptifs et qui vraiment étudient les parcours vraiment dans les détails les plus petits. Et donc, on va avoir un niveau d'exigence qui est très élevé puisque ce sont des personnes qui sont habituées à avoir des parcours ultra fluides. Donc, on est obligé en fait de se calquer sur ces standards-là, sur à la fois les bonnes pratiques ergonomiques de navigation, mais aussi la manière de faire, le design. Enfin voilà, c'est un mélange d'énormément de sujets en même temps, et c'est bien ça l'enjeu en fait pour les entreprises, c'est de combiner plusieurs expertises. Vous l'avez un peu rappelé, mais pourquoi, juste pour rappeler les raisons de l'abandon. Alors, il y a le fait que ce soit trop long. En moyenne, c'est 15 minutes pour un service financier, un compte, etc. Mais on sait que tout le monde aimerait que ce soit plus rapide. C'est-à-dire que, voilà, c'est humain de vouloir toujours faire des parcours plus rapides et de ne pas perdre de temps. Il y a aussi le changement d'avis. C'est-à-dire qu'en cours au moment, à certaines étapes, on va avoir quelqu'un qui change d'avis, qui arrête pour X raisons. On peut avoir le fait qu'il y a trop d'informations, on demande trop d'informations au client. On lui demande son passeport, on lui demande des relevés, on lui demande des choses qui sont qui peuvent être trop pour l'utilisateur final. Et dans ces cas-là, il y a vraiment un enjeu pour les UX designers d'expliquer, d'éduquer en demandant pourquoi on vous demande ça. C'est pour faire une vérification. On en reparlera un petit peu sur le côté fraude. Et puis, il y a aussi les choses très classiques pour les parcours d'entrée en relation. Les personnes ont oublié le mot de passe, le login, on ne retrouve plus, on se perd et voilà, et les gens abandonnent. Donc, c'est vraiment au rôle de l'agence digitale. Donc, nous, on a une équipe dédiée en interne chez Lumines qui accompagne nos clients au moment de concevoir le parcours, à la fois sur les grandes étapes, comment on les nomme, donc c'est de l'ergonomie pure, comment on affiche les champs, comment rien que les libellés d'erreurs pour expliquer pourquoi le champ a été mal rempli. Voilà, donc c'est vraiment des choses super importantes, tout en suivant les standards des services d'aujourd'hui, les standards ergonomiques et du web. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt d'être très accompagné sur ce côté UX. Alors, je ne sais toujours pas quel slide vous êtes à l'aveugle. Vous êtes pour la partie fraude, donc un passage obligé. Oui. Là, je viens de changer de slide en passant sur le deuxième, un parcours fluide, mais pas seulement. Oui, voilà, du réglementaire et de la sécurité. C'est ça. En fait, quand on parle d'entrer en relation pour les services financiers notamment, on est obligé de se conformer à la réglementation qui change très régulièrement. Donc, par exemple, l'ACPR pour la banque, tous les ans, il y a des nouvelles règles. Donc, il faut avoir une agilité dans le canal digital pour se mettre à jour très régulièrement, à la fois pour la partie en fait apparence et front du site web, mais également sur le réglementaire. Donc, il faut combiner les deux tout le temps. Et donc, vous parliez de la sécurité, de la fraude. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, par exemple, quand on parle des parcours d'ouverture de compte, 8% de toutes les ouvertures de compte sont des ouvertures de compte frauduleuses, en France, je parle, dont la moitié, c'est de l'usurpation d'identité. Donc, c'est quand même des éléments qui rentrent dans l'équation qu'on ne peut pas négliger. Et en fait, donc, tout ce qui est toutes les entreprises de services financiers doivent faire face à ça et doivent l'intégrer dans leur process. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, on a des étapes de vérification en plus, on fait du KYC davantage et donc,
on demande des choses au client final, qui n'est pas forcément toujours fraudeur. Donc. Et voilà, il faut doser entre ne pas freiner ceux qui voudraient aller au bout du parcours, tout en détectant les suspicions de fraude. Donc, c'est vraiment une expertise pour savoir ce qui passe pas. Et quand on parle vraiment au client final, il y a vraiment cet aspect éducation. Qu'est-ce qu'on va lui dire, comment on lui explique qu'on a besoin de son passeport en plus de sa carte d'identité, comment on lui explique ça et comment ça s'intègre finement dans le parcours. Parfait. Alors, pour compléter les propos, les explications de Sophie, Magali, je me tourne vers vous. Comment, de votre côté, vous complétez ce processus d'onboarding et le parcours client? Voilà, je vais vous répondre tout de suite. Et d'abord, je vais déjà m'excuser parce que je suis une petite intrue. Donc, je vous laisse apprécier mon bel accent belge au sein de ce webinaire au cours de mes explications. Mais en effet, la signature électronique, ce qu'on fait a une grande importance dans tout ce qui est le parcours onboarding. Sophie venait d'évoquer qu'il y a une grosse importance, que le UX est le plus important pour réduire l'abandon. Et qu'en deuxièmement, il y avait tout ce qui est la conformité et la sécurité. Alors chez nous, c'est vraiment la sécurité et la conformité qui sont les aspects les plus importants, sans en effet à aucun moment compromettre l'expérience d'utilisateur. Et c'est pour ça qu'on se combine très bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent peut-être me demander, OK Magali, si on fait un onboarding, c'est recueillir tout ce qui est des données d'identité, etc. Pourquoi est-ce qu'une signature électronique est nécessaire? Elle est très importante et elle joue même un rôle crucial parce qu'en fait, la signature électronique va venir en amont d'une manière très fiable et réglementée pour vérifier et reconfirmer l'identité des personnes. Donc, en gros, la signature électronique, c'est une méthode validée qui permet de dire, OK, c'est bien la personne qu'elle prétend être et c'est bien la personne qu'on veut qui signe les documents. Mais en plus de ça, en plus de l'identité, dans un processus d'onboarding et KYC, on a souvent besoin d'un consentement et accord. Parce que quelque part dans le trail d'audit ou la piste d'audit, on a besoin d'avoir le consentement de cet utilisateur à diverses conditions. Et en effet, on a parlé, il y a trop d'étapes, il y a trop de ressaisies de données, etc. Et signer électroniquement implique de donner le consentement et accord sur tout ce qu'on vient de présenter à l'avant. Donc, en faisant une action, on a déjà différentes étapes qu'on peut combiner. C'est la vérification d'identité, le consentement et accord. Et en plus de ça, mais ça, les utilisateurs, ils ne se rendent pas compte, c'est la conformité juridique. Clément avait déjà évoqué, avant dans l'intro et le keynote, on a déjà évoqué, il y a tout ce qui est EIDAS, la RGPD, etc. Et ça, c'est des choses que nous, on garantit, c'est le corps de notre, c'est au cœur de notre business, c'est de pouvoir garantir la conformité juridique à tout utilisateur, que ce soit entreprise, etc. Donc c'est là qu'on intervient, c'est surtout clôturer un processus d'onboarding et de faire de sorte qu'on puisse garantir différents aspects, c'est vérification d'identité, intégrité et sécurité des documents et la conformité. Et pourquoi est-ce qu'on peut s'intégrer très facilement à tout ce que proposent des parties comme Lumines, etc., des parcours clients, parce qu'en effet, un onboarding et un KYC, c'est beaucoup plus large que juste une signature électronique. C'est en effet par le fait qu'on puisse facilement s'intégrer à toute application. Et là, Eric, vous pouvez appuyer sur un petit bouton. C'est juste pour vous expliquer qu'en effet, il y a beaucoup qui vient avant. Donc, par exemple, l'identification, la demande ou compléter plusieurs données pour pouvoir faire le KYC. Ça peut être un Salesforce, ça peut être un Lumines, ça peut être même plein d'applications. Et là, nous, on a des connecteurs, un API où on s'intègre assez facilement juste pour que vous puissiez facilement clôturer cette étape. Et Clément l'a dit déjà, la raison pour laquelle on est impliqué
la raison la plus importante, c'est la vérification d'identité et l'authentification pour avoir un processus fiable d'onboarding. Alors justement, comment alors ça, c'est pour la partie signature électronique, le bout de la chaîne, le bout du processus, mais comment on peut, faciliter l'authentification? C'est quand même une sacrée étape, ça, s'authentifier et comment on peut faciliter tout ça? Clément? Ouais, si on change juste voilà, de slide, en fait, ce qui va être important, c'est le cadre. On en parlait dans la keynote, en fait, il y a un cadre qui est évolutif. On a EIDAS, on a EIDAS V2, qui sont des cadres européens. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une logique de EIDAS, donc c'est un règlement européen, qui va venir encadrer à la fois les identités et les signatures électroniques. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que NitroSign est certifié conforme par rapport à la réglementation EIDAS et peut également être utilisé en fait au-delà des frontières européennes parce qu'on est conforme avec ce qu'on appelle l'e-Sign Act aux États-Unis, aussi avec la loi Xertes en Suisse et également avec après des spécificités locales telles qu'à Singapour ou à Hong Kong. Mais tout ça va venir en fait complètement être aussi intégré avec les logiques de RGPD, donc tout ce qui va être lié aussi aux normes ISO 27001, liées au traitement du PDF, mais c'est ce qui garantit en fait la possibilité de signer électroniquement un document. Si on va sur le slide suivant, on va voir qu'il y a des disparités en fait au niveau européen. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, la gestion des identités électroniques qui va nous permettre aussi de signer, elle n'est pas uniformisée. En fait, l'objectif était d'avoir une interopérabilité avec EIDAS, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a quand même des différences qui sont assez notables entre les différents pays, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des initiatives gouvernementales, mais aussi privées, qui vont favoriser certaines méthodes d'authentification et ou de signature électronique. Et donc, puisqu'on parlait de la France ici, on a aujourd'hui des choses qui sont possibles sur la France. On a des signatures simples et avancées qui sont assez, on va dire, faciles à mettre en œuvre. On parlera des niveaux de signature juste après, mais on va avoir en fait des processus d'authentification qui vont être un petit peu différents. Si je compare avec ma collègue Magali, Magali est basée en Belgique et elle a un processus qui s'appelle ITSME, qui permet en fait de stocker une identité électronique sur un smartphone. Identité électronique qualifiée et donc qui permet de faire des signatures qualifiées à la volée de manière très simple et, j'ai envie de dire, quasiment automatisée. Si on compare par rapport à la France, on va être dans une situation un petit peu plus délicate. On est relativement en retard sur ce sujet-là. On parlait tout à l'heure de e-wallet et donc des EIDAS 2. Il faut déjà qu'on termine EIDAS correctement. Je pense que ce serait déjà une première chose. Mais on peut effectivement faire des signatures simples, avancées et qualifiées, mais qui vont engendrer en fait des expériences utilisateurs un petit peu plus complexes. Et c'est là où on en parlait aussi avec Sophie en préparant ce webinaire. C'est là où les équipes de Lumines aussi vont pouvoir intervenir sur la partie KYC, où ils vont pouvoir, en fait, en début de processus, s'assurer de l'authentification de l'identité des futurs signataires. Et nous, donc prestataires de signature électronique, on peut récupérer cette authentification dans une chaîne de confiance et venir après, on va dire, clôturer le processus et signer le document. Si on ne le fait pas avec du KYC classique, on peut le faire en fait avec des identités électroniques qui sont disponibles. Aujourd'hui, on a France Connect et France Connect Plus qui sont disponibles sur le marché français, qui nous permettent d'atteindre un certain niveau en fait de qualité d'authentification. Mais on a aussi le projet France Identité qui nous permettra, je pense, à un moment ou à un autre, d'arriver à une similarité avec ce que je présentais tout à l'heure, qui s'appelle ITSME en Belgique. Mais en attendant, on est quand même un petit peu limité avec les niveaux d'identité et donc on doit s'affranchir de ces processus-là pour aller vers de l'authentification vidéo et donc du KYC encore un petit peu plus précis. Et donc, c'est là où on a encore une certaine disparité au niveau européen où si je suis belge, je peux faire une signature qualifiée et donc finir un processus et un parcours client de manière très simple. Et si je suis français, je vais devoir mettre en œuvre des processus un petit peu différents et un petit peu plus complexes et aussi consommateurs de temps qui vont me permettre d'avoir la même finalité, mais l'expérience aura été un petit peu plus complexe en termes d'expérience utilisateur, mais aussi de gestion du temps. Et donc, si on revient sur les 3 niveaux de signature, c'est sur le slide suivant. Aujourd'hui, on a 3 niveaux de signature qui sont reconnus donc, par EIDAS. On peut même en avoir un 4e avec de la signature avancée basée sur un certificat qualifié. Mais de manière très basique, on a la signature électronique simple, avancée et qualifiée. Je disais en préambule tout à l'heure qu'on peut signer 99,9% des documents de manière électronique.
Aujourd'hui, en France, majoritairement, on va faire de la signature électronique simple. On va la processer avec de la signature par code SMS ou code email. Mais dès qu'on va vouloir rentrer dans des processus un petit peu plus complexes, un petit peu plus impactants, si on parle de processus bancaires, de processus liés au domaine de la santé, on va aller vers de la demande de signature avancée et ou qualifiée. Et c'est là, en fait, où on va avoir une synergie avec les équipes de Lumines pour mettre en œuvre la partie reconnaissance d'identité, puis intégration de cette identité, création, par exemple, d'une fiche client et signature, enfin, de la création de la fiche client. Et c'est là où on a en fait une complémentarité assez forte avec ces équipes-là, parce qu'on peut s'affranchir en fait du manque d'identité électronique au niveau français et venir remplacer ça par un parcours qui va être dédié, qui va être simple à réaliser et surtout sur lequel on va avoir une logique de parcours client qui est fluide et complètement dématérialisé. C'est-à-dire qu'on peut faire ça en face à face ou à distance. Magali en parlera juste après. Mais en tout cas, on a la possibilité de complètement faire ça à distance et donc d'être dans une logique. Je fais mon parcours client chez moi et par exemple, après, je peux donc intégrer une clinique si c'est une clinique, si c'est lié au domaine de la santé. Ça peut être un parcours bancaire si c'est un parcours bancaire et ainsi de suite. Oui, justement, Magali, quelle est la différence entre, on en a peut-être, comme Clément le disait, la différence entre signer totalement à distance ou comme Clément le précisait, on démarre à distance et on finalise en face à face. Oui, c'est la situation qui est complètement différente, c'est-à-dire que si on est dans un face-à-face, on a des autres moyens de vérifier que je suis moi, que je suis bien Magali et qu'on peut être certaine de mon identité. Là, même en Belgique, en ayant une identité digitale, on ne va pas me demander, Magali, prenez votre téléphone et signez de telle manière. Non, dans du face-à-face, il y a des possibilités de signer sur une tablette. Par exemple, juste avec un stylus sur une tablette, ce qui donne aussi encore l'aspect cérémoniel de la signature sur papier et surtout dans tout ce qui est banque privée, vente en face-à-face, ça se fait toujours. Juste une signature manuscrite, c'est hyper facile, c'est hyper facile à utiliser et l'expérience utilisateur est top. Mais bien évidemment, à distance, on ne va pas demander « Ah, vous devez tous acheter une tablette ou télécharger l'application » parce que là, on revient dans l'aspect que l'abandon se renforce, surtout si on doit installer une application n'importe. Non, là, on va leur faire signer avec les moyens qu'ils ont en main, comme par exemple un mot de passe SMS ou même avec France Connect pour revérifier cette identité et signer par après. Donc, tout dépend de la situation et de l'expérience utilisateur qu'on veut donner. Et en utilisant tous les moyens disponibles, autant dans l'application Lumines que chez nous NitroSign, on peut éviter d'avoir trop d'étapes, de devoir télécharger n'importe quelle application et de leur donner l'expérience qu'ils attendent. Parce que c'est ça, le but, c'est que les clients sont ceux qui vont dire « Ah, mais moi ici, quand je suis en face de toi, moi, je veux signer sur papier. » De manière digitale, bien évidemment, mais c'est ça qui est le plus facile. D'accord, à distance, je peux comprendre qu'on va me faire signer par mon téléphone, mais c'est là qu'on a vraiment balancé tout ce qui est l'expérience utilisateur, le risque, la conformité, etc. Et c'est là qu'on peut vous aider en combinant nos forces à vous donner une expérience utilisateur qui est magnifique pour vos clients. Alors justement, le maître mot, quand même, il y a expérience utilisateur qui revient souvent dans ce discours. Alors, je me retourne vers vous, Sophie. Justement, quelle complémentarité ou comment on peut associer expérience utilisateur et automatisation finalement? Quelle technologie on peut mettre derrière ce parcours client idéal, on va dire? Alors là, toujours à l'aveugle, j'imagine. Toujours à l'aveugle, mais c'est la slide de l'iceberg. C'est ça. Oui. Non, en effet, donc avoir
le message sur ce sujet, c'est vraiment que on peut avoir le plus beau parcours fluide avec des belles étapes, un beau design assez rapide parce qu'on a bien étudié les étapes, etc. Mais en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est arrivé un peu à tout le monde de se connecter, de donner tout son dossier, tous ses documents, tout se passe bien en ligne. Et puis, en fait, de ne plus avoir de nouvelles pendant 15 jours après parce qu'on ne sait pas ce qu'a donné notre dossier, quoi. Et donc, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant dans le parcours client, c'est de pouvoir rassurer le client final et surtout instantanément lui faire des retours sur les actions qu'il fait en ligne. Ça, c'est vraiment la clé. Et donc, c'est vraiment la synchronisation entre ce qu'on va avoir en front de ce qui va se passer en back-office qui est transparent pour le client final. Il ne voit pas. Mais ça va être, donc, nous typiquement, ça va être des retours sur un client qui va uploader sa carte d'identité. Il va y avoir un petit message, un petit tic vert qui dit « Ok, c'est bon, c'est bien conforme ». Et puis, on va extraire de ce document d'identité qu'on aura vérifié dans la foulée. On va extraire le nom, le prénom. Comme ça, on pré-remplit les formulaires qui viennent ensuite. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose de fluide et d'agréable et de cohérent pour le client final. C'est vraiment de pouvoir le rassurer et lui faire des retours sur ses actions. Donc, on peut aussi détecter tout simplement quand on est dans le cas d'un prêt immobilier ou etc., qu'il faut donner beaucoup de documents avec les relevés de tel mois ou de tel mois et qu'on se trompe, on ne met pas dans la bonne case. Et le fait d'avoir un petit retour tout de suite en disant attention, ça c'est pas la bonne, vous avez mis le passeport de votre mari et ça correspond pas, changez. Et l'utilisateur dit ah mince, je me suis trompé. Voilà, il corrige lui-même et en fait il comprend comment ça marche. Et ça c'est positif. Il a des retours sur ce qu'il fait. Donc ça c'est vraiment super important. Et donc, ça veut dire que derrière, il y a un processus automatisé, instantané, qui travaille en continu, en temps réel, ce qu'on appelle le temps réel, pour réagir face aux actions qui se passent en front. Donc voilà, on peut passer la slide, la slide suivante, qui résume en fait que un bon parcours client, un bon onboarding, c'est pas une expertise, c'est vraiment une combinaison d'expertise. Donc, il faut être multispécialiste pour pouvoir mener à bien ces effets-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être juste dans l'UX design. Il faut que derrière, au niveau du développement ou du process, il faut être expert aussi. Et puis, il faut bien connaître, bien sûr, le métier, parce que ça n'a rien à voir de demander un devis, d'ouvrir un compte bancaire, évidemment. Donc, on a sectorisé à la fois par compétences, mais également par métier. Et donc, là, on peut passer à notre slide sur la solution donc, de Lumines qui s'appelle Data Capture, où donc là, effectivement, on a regroupé tout ça dans une plateforme où, en fait, on travaille sur du temps réel, puisque c'est vraiment la clé, avec un large panel de documents qui sont nativement intégrés, donc en général, tout ce qui est documents d'identité, permis de conduire, etc. Et puis, on couvre plusieurs pays européens, voire du monde également, puisque, en fait, on enrichit avec les clients qui intègrent cette solution. Et puis, on propose aussi, donc ça, évidemment, ça dépend des cas d'usage, mais on propose aussi un service hybride où, en fait, on complète avec de la vérification humaine. C'est-à-dire que si on a des doutes, s'il y a des suspicions de fraude, puisqu'on a des algorithmes avec de l'intelligence artificielle qui permettent de détecter la fraude, ça peut détecter et on a de la vérification humaine avec des opérateurs qui peuvent vérifier également et approuver ou non et faire un tri après l'automatisation. Donc voilà, donc on a une solution qui fait tout ça et c'était pour aborder ce sujet.
Très bien. Et donc, alors, comme il nous reste très peu de temps, il nous reste 5 grosses minutes. Magali, dernière question. Si on revient sur la signature électronique, quelles questions il faut se poser quand on intègre un outil de signature, une solution de signature? Est-ce qu'il faut toujours choisir le plus haut niveau ou pas? Non, et c'est ça que j'ai résumé les 3 questions en fait à se poser parce que, bien évidemment, si on démontre les 3 niveaux de signature, la qualifiée, qui garantit le plus, l'identité de la personne, la plupart des gens vont dire: «Ah ben, on va toujours prendre une qualifiée». Ben, malheureusement, ce n'est pas toujours possible parce que comme on vient d'évoquer, dans certains pays, il n'y a pas la possibilité de générer une signature qualifiée de manière assez pratique. Donc la première question à se poser, c'est vraiment est-ce qu'il y a certains requis ou est-ce que la loi exige un niveau spécifique de conformité pour certains types de documents? Parce que parfois, c'est écrit dans la loi que pour un certain processus, ça doit être une avancée, ça doit être une qualifiée ou ça doit juste être digital. Donc ça, c'est déjà la première question à poser. La deuxième, c'est aussi quelles sont les solutions disponibles, parce que même, on a évoqué déjà la Belgique, mais par exemple dans les Nordiques, on a une solution de signature qui est originaire des banques comme Swedish Bank ID, Norwegian Bank ID. Et là même, si on a la meilleure solution qualifiée, ils ne vont pas vouloir l'utiliser parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser ce qui est en place, ce qui est avancé, ce qui garantit assez. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser quelque chose de plus haut si dans ces pays, on a déjà une garantie assez fiable et qu'on utilise cette méthode de manière cohérente déjà dans ce pays. Et la troisième, c'est celle qui revient déjà depuis le début de la conférence, c'est quelle est l'expérience utilisateur qu'on veut donner? Comme je viens d'expliquer juste avant, si on est en face à face, on ne va pas demander de sortir carte d'identité et une application. Non, si avec Lumines, on a déjà une authentification et une récolte de pièces d'identité qu'on a fait par avant assez sécurisée, on ne va pas redemander ça par la signature électronique. Non, on va signer avec un scribble, avec une signature manuscrite, n'importe. Et en du remote à distance, là, bien évidemment, tout dépend de ce qui s'est passé par avant. On va utiliser une méthode comme en France, ce qui est disponible maintenant, comme du France Connect, parce que là, on recueille aussi l'identité et on l'inclut dans la signature. Donc, c'est vraiment 3 questions à se poser. C'est est-ce que j'ai des demandes réglementaires? Qu'est-ce que j'ai en place dans ma région et quelle est l'expérience utilisateur que je veux prendre? Et de telle manière, on va choisir une méthode de signature la plus adaptée. Parfait. Merci Magali. Alors, il nous reste 4 minutes pour évoquer des cas clients, donc de manière très rapide. Sophie, toujours à l'aveugle, Via Santé, ça c'est de votre côté. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter autour de Via Santé, ce projet? Donc c'est un projet donc pour une mutuelle et ils avaient un gros challenge, ils étaient un peu en retard sur le digital et donc il fallait dans un marché très concurrentiel. Donc c'était un vrai challenge de développer en fait un tunnel de souscription pour plusieurs de leurs offres, plusieurs de leurs assurances. Et donc, on les a accompagnés. C'est un projet qui a duré 5 mois, relativement rapide et efficace, où en fait, on a à la fois fait la conception du parcours avec eux, et puis on a intégré notre solution Data Capture pour gérer en fait tout leur parcours de onboarding. Et donc, ça a donné un tarificateur. Enfin voilà, on a vraiment accompagné le client final pour le rassurer et pour lui permettre de souscrire rapidement. En termes de résultats, je vais juste aller rapidement sur les résultats. Ça leur a permis, dès le lancement du site, en fait, il y a eu un gros succès, ça a très bien marché. Ils ont fait 25% de croissance de chiffre d'affaires dans les premières semaines après le lancement du site. Et puis l'enquête qualitative a permis de montrer que la satisfaction était au rendez-vous. Donc voilà, on a pu les accompagner correctement, efficacement. Et donc, c'est typiquement le genre de projet qu'on fait chez Lumines.
Parfait, merci. Clément, Magali, de votre côté, il y avait le cas American Express et la vidéo. Vous voulez que je la lance? Oui, je pense que ça peut Ouais. être le plus intéressant à montrer la vidéo. Ceci, c'est juste pour vous démontrer comment on espère pouvoir délivrer le processus d'onboarding en France très vite avec peut-être France Connect Plus ou France Identité. Mais ceci est en effet pour vous donner une idée comment on peut avoir un onboarding avec une identité qualifiée en Belgique. Mais je vois que la Parfait. vidéo... Je la lance, je la démarre. Et le son de la vidéo, Eric. Le son, vous l'avez, le son? Oui. Non, vous pouvez couper le son. Donc maintenant, parce qu'il y a le son de... On a ici, ils peuvent faire un login. Je crois qu'il y a un conflit entre le son et... Et je coupe, mais ça marche pas bien. Allez-y, tentez le coup, mais je crois qu'on vous entend pas bien quand vous parlez. Et à la fin, en effet, on peut signer de manière très facile. Attendez Magali, on va le refaire parce qu'il y a un conflit de son avec la vidéo et la voix. Donc expliquez-nous, à la limite, je donnerai le lien YouTube de la vidéo, comme ça les gens pourront aller la regarder. Mais expliquez-nous en quoi ça consistait rapidement avant qu'on laisse la parole à Fabien. Oui, en effet. Donc, c'est comme on vient d'expliquer. Donc, au début, ce qu'on a besoin dans un onboarding, c'est les données d'identité. Donc, on peut le faire de différentes manières. Et pour éviter trop d'étapes ou trop de champs à remplir, ici, American Express a choisi d'offrir l'onboarding avec ou bien la carte d'identité belge qui contient un chip, ou bien It's Me, qui est une application sur mobile que tous les Belges pouvaient télécharger afin d'avoir en effet un dérivé de la carte d'identité sur leur téléphone. Ça veut dire que si moi je veux faire mes taxes, si je veux faire n'importe quoi, je peux utiliser cette application pour m'identifier et pareil pour pouvoir m'onboarder dans ce cas chez American Express. Donc avec un clic, moi je peux m'identifier. American Express reçoit toutes les données qu'ils ont besoin et qui sont vérifiées et que je ne peux pas modifier, où il n'y a pas d'erreur. C'est mon nom, mon prénom, etc. Par après, on arrive dans le processus d'onboarding tel que fait Lumines, c'est recueillir des données en plus pour le type de processus bancaire, c'est où est-ce que vous travaillez, etc., c'est qui votre employeur, etc., etc. Par après, avec les données recueillies avec un clic de l'application, c'est mes données d'identité, les données qu'on a recueillies dans les écrans, ils génèrent un document automatiquement, le présentent et ils offrent à la signature avec la même application It's Me. Donc, avec un clic de nouveau, je signe de manière qualifiée parce qu'elle a été reconnue en tant que méthode qualifiée selon EIDAS et le processus d'onboarding, il est fait en 1 minute. Ça veut dire aussi que par après, ils ne doivent pas vérifier manuellement si je n'ai pas fait une erreur en tapant mes données parce qu'en fait, ça vient d'une identité substantielle et forte où il n'y a pas de possibilité d'erreur. Et c'est là qu'on essaye aussi de faire notre lobby en France pour avoir une identité comparable, pour pouvoir aussi améliorer encore plus, parce que c'est déjà pas mal avec ce qu'on fait maintenant, avec les moyens qu'on a maintenant, mais pour améliorer encore plus ce processus d'onboarding, le début, ça va être d'avoir cette identité digitale disponible pour tous les Français. Alors, on l'attend avec impatience. Écoutez, merci à tous les trois.